devant un arrêt qui est la préfecture d'Indre-et-Loire. Alors pourquoi cet arrêt? Tout simplement parce que pendant cette période tragique, la préfecture avait deux missions importantes, à la fois principales et à la fois importantes. D'une part, d'appliquer les lois de Vichy, comme dans toutes les préfectures du territoire, et de répondre également aux exigences de l'armée allemande, puisque l'armée allemande occupait. Elle était représentée dans des lieux que l'on va voir juste après, qui était le palais de justice. Et donc, toutes les demandes qui étaient faites par les autorités allemandes devaient être transcrites à partir de la préfecture aux différents services administratifs, de façon à les mettre en application. La particularité de la préfecture sur cette triste période, c'est le fait qu'en octobre 1940, le gouvernement de Vichy a mis en application des lois dirigées contre les Juifs qui n'étaient pas demandées à l'époque par les autorités allemandes. Donc c'était une pure initiative du régime de Vichy. Et parmi les points les plus importants de ces lois de 1940, on avait par exemple des affiches qui devaient être apposées sur les magasins alimentaires gérés par des Juifs et qui devaient être mis sur des magasins alimentaires indiquant l'interdiction d'accès aux Juifs de ces magasins alimentaires. Sur cette même période des lois de 1940, le gouvernement de Vichy a révisé toutes les lois de naturalisation de 1927. C'est-à-dire que tous les Juifs qui avaient acquis sur cette date-là la naturalisation française perdaient le droit à la nationalité française. Également l'interdiction pour tous les Juifs d'exercer des métiers comme les métiers d'avocat, les métiers de la presse, les métiers du cinéma, les métiers de l'édition, les métiers dans les assurances, dans les banques, dans la fonction publique et dans les plus hauts postes économiques. Il faut simplement, pour information, se rappeler que ces lois, je le précise, n'étaient pas demandées à l'époque, où ces applications n'étaient pas demandées par les autorités allemandes, alors qu'elles avaient été appliquées en Allemagne depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, progressivement entre 1933 et 1939, avec un point fort qui avait été les lois de Nuremberg en 1935, et les lois de Nuremberg qui étaient les lois raciales, qui interdisaient donc, qui allaient beaucoup plus loin que ce que je viens de vous évoquer par rapport à ce qui s'est passé en France, mais qui définissaient donc tout ce qui concernait les Juifs, tout ce qui était interdit aux Juifs. Et pour vous donner un ordre d'idée du mécanisme tel qu'il a été pratiqué pendant cette période, entre 1933 et 1944, en Allemagne, il y a eu, entre les lois et les décrets dirigés contre les Juifs, 4000 textes. Alors essayez d'imaginer ce qu'il peut y avoir dans 4000 textes qui sont dirigés contre des gens et contre aussi bien adultes, enfants qu'adolescents. Ensuite, il y a eu la promulgation le 18 octobre 1940 du statut des Juifs aux obligations de recensement, c'est-à-dire en relation avec le petit document que vous avez vu tout à l'heure, où il a fallu que les Juifs se rendent dans les préfectures, se faire recenser, est une carte, et sur cette carte, vous avez pu le constater, était apposé le tampon juif. Il y a eu toujours sur cette même période l'obligation de mettre une affichette jaune sur tous les commerces ou toutes les entreprises qui étaient gérées par des Juifs. Et à partir de juin 1942, alors là on sort un petit peu de cette date, mais dans le même profil, à partir de juin 1942, le port obligatoire de l'étoile jaune sur le vêtement de tous les Juifs, alors que je ne dise pas d'erreur, de l'âge de 6 ans jusqu'à... Voilà. Il y a eu un autre point qui est apparu et qui a été aussi très important, c'est la mise en place de l'ordonnance du chef de l'administration militaire en France contre les Juifs avec obligation de pratiquer donc les recensements. Alors il faut savoir que pour les autorités allemandes, tout ça, ça s'inscrivait dans un schéma qui a été pratiqué à travers toute l'Europe contre les Juifs, c'est-à-dire que dans un premier temps, on identifiait, dans un deuxième temps, entre guillemets, on parquait. Alors dans des pays comme la Pologne, c'était au travers des ghettos, mais ici, c'est à partir du moment où on avait recensé les gens, on savait très bien où ils habitaient. Et lorsque, en 1942,
le système répressif s'est fortement aggravé avec donc les arrestations et les déportations, et bien que ce soit les autorités françaises ou les autorités allemandes savaient parfaitement où se trouvaient les juifs. Puisqu'il y avait des fichiers, sur les fichiers il y avait les adresses, il y avait les noms, il y avait les familles, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir les arrêter sans aucun problème. La préfecture avait aussi pour mission de faire appliquer les consignes, en dehors de l'aspect que l'on vient d'évoquer, de faire appliquer les consignes ou les ordres de toutes les autorités allemandes à destination de la population française dans son quotidien. Hein, ça, on aura l'occasion d'en reparler après, lorsqu'on sera devant l'ex-quartier général de la Feldkommandantur. Et puis, la préfecture a une autre mission qui consiste aussi à s'assurer de la sécurité de l'occupant, c'est-à-dire que les gendarmes français doivent s'assurer que les militaires allemands n'aient pas de problème de quelque niveau que ce soit. Et ça deviendra bien sûr dramatique, surtout à partir de 1942, avec la forte recrudescence de la résistance, les actes commis contre l'occupant. Et ce sera très souvent les autorités françaises, donc la gendarmerie, qui sera en collaboration parfaite avec les autorités allemandes, chargée de pratiquer la répression contre la résistance. Donc le 4 octobre 1940, je peux donner la preuve de ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr. Je peux donner la preuve de ce qu'il vient de dire. Document de la gendarmerie nationale qui a procédé à une arrestation. Une copie est envoyée à monsieur le préfet d'Indre-et-Loire. Mais 4 expéditions sont destinées. La première à monsieur le préfet, la deuxième à monsieur le commandant de la Feldkommandantur numéro 588. Ensuite la gendarmerie et ensuite les archives. Donc voilà, le document est là et signé de tous ces gens. Voilà, donc en résumé concernant le but de notre parcours, il faut retenir donc en fait 2 dates importantes. C'est le 4 octobre 1940, c'est la première loi sur le statut des Juifs, et le 26 juin 1941, la deuxième loi sur le statut des Juifs, qui est encore beaucoup plus administrative que celle qui avait été éditée en 1940, au travers de ce que je vous avais lu sur les différents aspects de cette loi. Alors, le fait que Vichy devançait les demandes des nazis, c'était vrai du statut des Juifs, dans l'administration des textes, mais dans la pratique, pour ce qu'on a appelé les grandes rafles du 16 juillet 1942, les nazis, dans la zone sud, dite non occupée, n'avaient pas demandé les enfants dont on parlait tout à l'heure. Ils avaient demandé ce qui était dit entre guillemets adultes, ils n'avaient absolument pas demandé les enfants. Et c'est Laval qui a proposé aux nazis de déporter les enfants avec leurs parents, qui étaient tellement stupéfaits quand même qu'il a fallu un échange de télégrammes entre les nazis de Paris, je crois que c'était Auberg ou non, s'occupez-moi, Dannecker, c'était Dannecker le texte, et Berlin, pour accepter l'offre généreuse de Laval. Généreuse, évidemment. Et c'est ce qui s'est fait.